Magnifique. Donc, merci à tous d'être venus. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui de parler de France Géoénergie et de comment on va pouvoir systématiser l'utilisation de cette énergie. Et on a un panel, voilà, un panel d'acteurs publics et privés qui va pouvoir aussi vous dire et expliquer pourquoi, quel est l'intérêt qu'ils portent et pourquoi ils le portent. Et pour commencer directement, Pierre, c'est quoi la géoénergie? Alors une petite introduction sur la géoénergie. La géoénergie est un formidable vecteur pour décarboner le parc immobilier, qu'il soit public ou privé. C'est un formidable vecteur car c'est simple de déploiement. On a une autorisation pour faire de la géoénergie en 24 heures et on va pouvoir aller récupérer les calories qu'il y a sous nos pieds dans le sol pour chauffer et climatiser vos bâtiments de manière décarbonée. Donc c'est un formidable levier de la transition énergétique et environnementale. Comme vous le savez, les bâtiments sont responsables d'une grosse partie des émissions de CO2 du pays et de l'humanité. Et 75% des émissions de CO2 du bâtiment en phase d'exploitation proviennent du chauffage et de la climatisation. Ainsi, la géothermie est une réponse quasi universelle pour décarboner votre parc immobilier. Aujourd'hui, nous avons près de 97% des sols qui sont éligibles à cette solution. Ainsi, on va pouvoir massifier la décarbonation en utilisant la géoénergie. Des études très sérieuses, comme par exemple des études du commissariat au plan, pré-travaillant au fond la future PPE à venir, a estimé que la géoénergie représenterait 100 TWh à horizon 2040 en France. 100 TWh, c'est l'équivalent de 5 centrales nucléaires et c'est à peu près un tiers des besoins du tertiaire et des logements collectifs. On voit là que la géoénergie est vraiment une solution pour répondre aux besoins de décarbonation du parc immobilier. Et last but not least, la géoénergie permet de requalifier les bâtiments au regard des lois contraignantes que l'État français a mis en place. Bien entendu, décret tertiaire, loi climat et résilience sur les logements collectifs. Ça permet aussi aux grands groupes immobiliers, mais aussi aux grands groupes tout court, de répondre aux contraintes de décarbonation de leur activité, notamment avec les communications extra-financières qu'on leur impose quand ils sont en bourse. Et enfin, il y a une forte demande maintenant sur le marché de l'immobilier d'un immobilier bas carbone. La géoénergie est une solution abordable financièrement pour répondre à ces demandes de bâtiments verts. Et dernière innovation, beaucoup d'acteurs maintenant sur le marché proposent des solutions financées. La géoénergie est quand même un investissement de départ assez significatif. On a maintenant des modèles où on peut lisser le coût de la géoénergie. Comme vous le savez, il y a un CAPEX qui est un petit peu important, un investissement qui est un petit peu important, et derrière des coûts de fonctionnement qui sont bien moindres que les énergies fossiles. Eh bien, aujourd'hui, vous avez sur le marché des solutions qui permettent de financer à votre place votre chaufferie et climatisation bas carbone et de payer dans les coûts de fonctionnement cet investissement qui permet de requalifier vos bâtiments. Merci Pierre. Et donc, au Salon des maires l'année dernière a été lancé donc le mouvement France Géoénergie, dont on a un grand panel ici. Donc rapidement, à l'été 2022, donc ce mouvement a été initié à l'université de la ville de demain sous l'égide de la fondation Palladio, donc avec un grand parterre d'acteurs publics, privés et de la société civile. En octobre 22, Pierre en a parlé. Le Haut Commissariat au Plan a sorti le rapport La géoénergie ou géothermie de surface, une arme climatique contre la crise climatique, une arme massive, je ne sais plus quel était le titre exact. En novembre 2022, on a lancé donc au Salon des maires avec une partie des gens qui étaient là, France Géoénergie. Et en février donc, de cette année, il y a eu le grand plan de la géothermie qui a été annoncé par la ministre Agnès Pannier-Runacher pour promouvoir et passer une étape supplémentaire. Donc, parmi les intervenants qu'on va avoir aujourd'hui, on a également donc, des acteurs publics, des acteurs privés et puis des professionnels, puisque la France Géoénergie est hébergée par l'AFPG. Et Pierre et moi, donc Accenta et Celsius Énergie, on représente ces professionnels aujourd'hui et on se propose d'animer cette
cette séance. Et on va commencer par Marjolaine Meignet-Millefer, Madame la députée. Ravie de vous recevoir. Et la question, peut-être pour vous, c'est le plan de la géothermie annoncé par Agnès Pannier-Runacher est très ambitieux. 100 TWh. 100 TWh, on parle d'un équivalent EPR, mais c'est également l'équivalent des 20% de gaz russe qui continuent à couler dans nos veines en tuyaux, dans nos villes, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces ambitions et à titre personnel, que représente le potentiel de la géoénergie à vos yeux? Alors, d'abord, merci pour l'invitation. Et puis, j'ai envie de dire bravo pour la mobilisation du collectif France Géoénergie. Parce qu'en un an, on se rend compte que la perception de ce que pouvait apporter la géothermie à nos enjeux de transition énergétique a quand même considérablement progressé. C'est vrai que c'était un sujet qui était compliqué, qui était... vu d'une manière un petit peu marginale à l'époque, quand on en parlait, on nous disait non mais ça marche pas la géothermie. Puis en fait, en creusant, moi j'avais découvert que c'était parce qu'on essaie de faire beaucoup de l'électricité avec la géothermie. On se dit ça marche pas, c'est bizarre. Et effectivement, oui, effectivement pour ça marche peut-être moins bien, mais par contre il y a tout un enjeu de récupération de chaleur pour les enjeux thermiques. Vous les avez très bien décrits en introduction. Et en fait c'est un des enjeux massifs puisque effectivement décarboner notre énergie, c'est avant tout décarboner la chaleur. Et pour décarboner la chaleur, aujourd'hui, on voit bien qu'on a une tendance à l'électrification et à titre personnel, j'y vois un vrai danger de l'électrification systématique. J'avais tendance à être plus nuancée, essayer de ménager chèvre et chou, mais je trouve qu'aujourd'hui, il faut le dire franchement, il y a un vrai risque à l'électrification systématique des besoins de chaleur en France. Et donc, du coup, il est absolument nécessaire qu'on déploie des solutions alternatives à la décarbonation de la chaleur à l'électricité pour qu'on puisse conserver l'électricité qui sera sinon rare, au moins chère, et que du coup, il faut qu'on puisse arriver à déployer d'autres solutions. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise de conscience qui est de plus en plus importante, qu'effectivement les tensions sur les systèmes qu'on perçoit aujourd'hui, qu'on percevait peut-être pas de la même manière il y a quelques temps, accélère ces engagements et qu'effectivement, il y a un plan très ambitieux qui a été lancé. Alors, ce plan, j'en ai toute une note, donc je vais être très brève, mais il s'agit avant tout de renforcer les capacités de forage en géothermie de surface pour répondre à la demande du secteur résidentiel tertiaire. Pour ça, il faut augmenter le nombre de foreurs formés en géothermie. Il faut donc là-dessus faire un grand effort d'engagement pour avoir plus de gens qualifiés et garantir des forages en harmonisant des exigences forage eau, géothermie. Enfin, ça, c'est ce que vous maîtrisez mieux que moi. Il y a un travail sur le cadre réglementaire pour inciter au développement et faciliter la connaissance aussi de la qualité des sols, etc., pour permettre finalement le déploiement partout où c'est possible, pour permettre également à ce que les territoires qui veulent s'engager puissent le faire avec le moins de freins possible. Donc toutes sortes de mesures diverses et variées pour qu'on puisse doubler les installations de pompes à chaleur géothermique chez les ménages, de faire en sorte qu'on puisse accélérer les déploiements dans les lieux collectifs également. Et donc un programme qui attend qu'on s'y engage de plus en plus résolument. Mais à titre personnel, ce que je voudrais ajouter vraiment sur le sujet de la géothermie, c'est que je crois qu'on ne le dit pas assez, mais l'enjeu de décarboner la chaleur autrement que par l'électricité, c'est vraiment un enjeu social de société. Aujourd'hui, moi j'en suis persuadée, ça conditionne la capacité d'un pays à avoir une réponse sociale adaptée. Sachant que l'électricité est l'énergie la plus chère pour répondre aux besoins de chaleur, la problématique, c'est que si vous proposez cette solution-là de manière préférentielle aux habitants, leurs factures, elles vont être extrêmement importantes. Et ce qui est vrai quand on compare les pays européens qui se sont engagés de manière différente dans leur transition énergétique après les années 70, eh bien, on constate que les pays qu'on prend tout le temps en exemple en considérant que c'est les pays merveilleux où tout se passe bien, et où ils ont encore des réponses sociales très adaptées. Et pourtant, c'est bizarre, c'est là aussi où ils payent l'électricité la plus chère. Et bien, c'est aussi l'endroit où on est le plus heureux, tout se passe bien. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en fait dans les années 70 ? Je pense à la Suède, par exemple, au Danemark, etc. C'est qu'en fait, ils ont investi dans les énergies renouvelables thermiques de manière beaucoup plus massive qu'on ne l'a fait. Et donc, ils ont substitué aux besoins de chaleur très tôt. Et en fait, ils ont fait les investissements massifs de CAPEX dont vous parliez très tôt. Et aujourd'hui, ils n'ont plus à les faire. Et donc, du coup, ça fait qu'aujourd'hui, ils ont effacé
tout un besoin de chaleur qu'aujourd'hui on comptabilise même plus. Et donc quand on regarde le nombre de kilowatts qu'ils consomment par habitant, effectivement, ils peuvent payer beaucoup plus cher leurs kilowatts puisqu'ils en consomment beaucoup moins, puisque pour les autres besoins, c'est tout simplement disparu, on ne les comptabilise plus. Et donc il y a un enjeu comme ça de prendre conscience qu'on a en France, sur tous les sujets de chaleur, toute une énergie qui n'est aujourd'hui pas exploitée, qui est de l'énergie disponible gratuite autour de nous, celle du soleil, celle du sol, la récupération d'énergie fatale, la récupération également des transformations, des process industriels, et tout ça doit pouvoir converger à nous fournir une forme d'énergie qui, à terme, sera gratuite et permanente. Parce que le deuxième élément qui est vraiment important, que moi j'ai pu constater, c'est que les systèmes énergétiques thermiques, ils ont des durées de vie beaucoup plus longues que les systèmes énergétiques électriques, et que donc du coup, leurs cycles de remplacement ne sont pas les mêmes. Et quand on a fait les investissements, normalement, on entretient, mais on n'y revient plus, et ça change tout. Merci beaucoup, Marjolaine. On a parlé de l'Europe. Alors, en effet, il y a des pays dans lesquels, la Suède, la Suisse, ou dans lesquels un bâtiment sur 5, sur 6 est connecté à cette énergie. L'Allemagne projette qu'un bâtiment sur 3 sera connecté à la géoénergie dans le parc existant. C'est ça qui est le plus impressionnant. Et 1 sur 2 dans le neuf. En France, aujourd'hui, on a 200 000 environ installations de géothermie, dont les 3 quarts en 2021, les nouvelles installations étaient pour des maisons individuelles. Donc, 1 quart reste pour les collectifs. Et ça m'amène à parler, Benoît Mingui, donc directeur de la construction de chez Nexity. Qu'est-ce qui a poussé Nexity à s'engager dans France Géoénergie et à penser que cette énergie peut être, pour un acteur privé, une énergie intéressante, importante, et comment ça répond aux ambitions de votre groupe? Alors, merci Cindy. Effectivement, nous, à Nexity, on est convaincus que c'est un levier très intéressant. On a une stratégie, effectivement, de construction bas carbone qui va au-delà de l'ambition de la réglementation, de la RE 2020, avec déjà sur 2022, on surperforme de plus de 10% la réglementation, qui est déjà jugée par la profession comme étant assez exigeante, et qui est même en comparaison avec d'autres pays européens ou dans le monde, qui est très exigeante. Comment on active ces leviers de surperformance? Alors, il faut voir quand même que le secteur de l'immobilier est un des secteurs où on valorise le moins la surperformance de CO2. Il y a des secteurs qui sont très aidés. On parle aujourd'hui des grandes annonces sur l'automobile. On voit à quel point, avec le bonus écologique et tous les dispositifs qui existent sur l'automobile, c'est très incité. Sur le logement, on a aujourd'hui sur le logement neuf pas de dispositifs qui permettent d'inciter à être surperformant. Donc on s'est vraiment creusé la tête sur quels sont les leviers qu'on peut activer. Et effectivement, le levier de l'énergie est aujourd'hui le sucre rapide de la décarbonation pour nous, parce que en fait, on aligne de la performance carbone et de la réduction de charges énergétiques. Alors, effectivement, on a opéré un grand transfert, comme on le fait dans l'automobile, où on électrifie en fait la motorisation. Nous, on électrifie nos motorisations de logement. Donc, on a sur le premier semestre presque la moitié de nos logements qui sont déposés en permis de construire qui sont en motorisation électrique, si on peut parler comme ça. Et effectivement, quand on motorise en électrique, je rejoins complètement Madame la députée, puisqu'on est sur l'activation de leviers d'énergie renouvelable le plus possible pour pouvoir effectivement mobiliser le moins possible d'énergie primaire. Et donc, on active aussi bien le levier de la pompe à chaleur aérothermie que celle de la géothermie. Sur la partie géothermie, on a une expérience déjà, effectivement, sur plutôt des bâtiments tertiaires. On est en train de faire le siège d'Engie à la Garenne-Colombe avec de la géothermie. Donc on a cette expérience, mais elle est assez peu déployée sur le logement collectif. Et en fait, pour pouvoir le déployer, on a à mon sens, deux grands enjeux. Le premier, c'est on est en train de parler de rajouter des infrastructures à financer, alors même que le pouvoir d'achat des ménages est fortement amputé par la hausse des taux de l'immobilier. Donc on voit que cette hausse des taux a réduit la capacité d'emprunt des ménages, et donc il paraît difficile aujourd'hui de leur demander de financer en plus des infrastructures, aussi vertueuses soient-elles, de les financer. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec les acteurs de la filière
pour mettre en place des dispositifs de financement et aussi avec les acteurs publics pour pouvoir mettre en place les règles qui permettent de sécuriser ce financement dans les charges, puisque effectivement on réduit les charges des acquéreurs et donc on estime qu'on a, avec cette réduction de charges, une capacité de financement dans les charges de ces infrastructures. Le deuxième frein qu'on voit aujourd'hui, c'est en fait la géoénergie, ça suppose de faire des études en amont. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, comme on l'a dit, il faut étudier les sols, il faut étudier les besoins énergétiques des bâtiments concernés, et donc on n'a pas deux dossiers de géothermie qui sont similaires. À chaque fois, il va falloir très en amont mener des études. Et donc ça veut dire, d'une part, qu'il faut changer les pratiques dans nos équipes, et ça veut dire aussi qu'il faut qu'on ait un appui de la filière. C'est pour ça qu'on réfléchit ensemble sur la mise en place de pactes géoénergie qui permettraient, quelque part, pour un maître d'ouvrage qui prend un engagement de se développer, d'étudier systématiquement ou de façon assez généralisée la géothermie, qu'on puisse avoir en face une mobilisation qui corresponde de la filière pour pouvoir réaliser ces études. Voilà, c'est les deux principaux leviers à mon sens. Merci Benoît. Alors je me tourne vers Armelle. Armelle, vous êtes la directrice de la performance durable chez Vinci Construction. Et on voulait avoir votre témoignage sur la stratégie de Vinci, et notamment avec des partis pris assez forts qui ont été définis chez Vinci. Et donc on aimerait un peu vous entendre sur votre stratégie du dernier investissement et plus globalement sur l'utilisation de la géoénergie chez Vinci Construction. Merci Pierre. Alors si on fait un focus sur la partie rénovation, alors là je parle vraiment personnellement de ma pratique. Je suis exaspérée en fait de devoir défaire des réhabilitations que j'ai fait quand j'ai commencé ma carrière. C'est insupportable parce que il faut refaire les enveloppes encore et encore et encore. Donc j'ai décidé que nous développions un produit qui soit démontable, refurbishable, qui puisse être mis en économie circulaire. C'est un produit, d'enveloppe, hein, c'est des façades qui sont préfabriquées hors site, qu'on peut démonter, remonter, refurbicher, réparer, et qui vont en fait faire partie du bâtiment. Donc ça, c'était la première brique, évidemment travailler l'enveloppe, et la deuxième brique qui est travailler l'énergie. Et quand on regarde, on en a suffisamment parlé, on a besoin essentiellement de chaud et de froid, quoi. C'est nos besoins physiologiques qui sont là. Donc, quand on regarde quelles sont les énergies renouvelables qui sont à notre disposition pour faire du chaud et du froid, mais il en reste, j'ai envie de dire, qu'une qui est universelle, qui est là, qui est sous nos pieds, qui est franchement facilement atteignable, et qui va rester bien longtemps après nous, quoi, parce que en fait quand on a fait cette prise à la terre, on n'y revient pas. On va changer évidemment la pompe à chaleur, on va la refurbicher, mais la prise à la terre, une fois qu'elle est faite, c'est fini, quoi. Elle marche, et donc évidemment, quand on additionne tout ça, tous ces coûts, on en a déjà parlé, on a énormément d'investissement initial. Alors que quand on raisonne en coût global, on s'y retrouve finalement assez rapidement. Et c'est pour ça que nous sommes en train de lancer une offre qui soit complète en rénovation et qui permette de lisser cet investissement dans le temps. Et comme Benoît, comme Marjolaine l'ont dit, au bout d'un certain temps, on va se retrouver avec des charges qui vont être franchement minimes. Et là, on aura gagné, on a bien fait le dernier investissement. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous, on travaille, notamment dans le groupe de travail de France Géoénergie, sur tout ce qui est financement, parce que évidemment, nous, on va proposer un type de financement de notre côté, mais il y en a tout plein d'autres qui vont pouvoir être actionnés en fonction des besoins de chacun. Je pense que Pierre, tu veux peut-être en dire un peu plus sur notre GT ? Oui, alors c'est sûr que le financement est un peu le nerf de la guerre, hein. Comme le gouvernement a annoncé une voiture électrique à 100 € par mois, il est clair que la décarbonation de la fonction thermique, elle demande un peu d'investissement, et le nerf de la guerre pour massifier cette transition, c'est véritablement de lisser
cette marche à l'entrée qui, aujourd'hui, pour certains, est encore un petit peu trop importante. Alors, il y a deux marchés très différents, le marché privé et le marché public. Sur le marché privé, on commence à avoir des offres qui sont packagées avec d'un côté le tiers financeur et de l'autre côté, on va dire, le technologue, les faiseurs de géoénergie pour, au fond, in fine, vendre des mégawattheures de calories, frigories décarbonées. Car au fond, les propriétaires d'immobilier ne sont pas prescients et ne peuvent pas intégrer ce nouveau métier de producteur d'énergie décarbonée. Et donc, le plus raisonnable, c'est que des acteurs s'investissent et investissent leur argent dans vos chaufferies et climatisations pour, in fine, vous vendre des calories frigories autoproduites, autoconsommées pour votre bâtiment ou un groupe de bâtiments. Et ainsi, les propriétaires immobiliers se déchargent de toute la technique et de tous les risques. Et ces risques, ils sont, si on n'y prête pas garde, importants, puisque à la fois la performance de l'installation en termes de performance d'énergie, mais aussi la performance en termes de carbone a des conséquences très importantes. Si vous avez un rendement de votre installation qui baisse dans le temps, eh bien vous avez votre budget de financement qui est déséquilibré. Ainsi, s'appuyer sur des professionnels pour vous garantir les rendements thermodynamiques des installations de géoénergie et quelque part va devenir le minimum pour que ce marché se massifie. Et puis vous avez tous maintenant des responsabilités en termes d'émissions carbone, vous avez une RSE, vous avez pour ceux qui sont en bourse des publications extra-financières à travers le CSRD. Et là, vous allez vous engager à des baisses de carbone qu'il va falloir tenir dans le temps. Ainsi, les solutions financées vous permettent à la fois de vous dérisquer en finance et de vous dérisquer en tonnes de CO2 économisées. Les acteurs de la géoénergie vont vous proposer des solutions packagées pour massifier la transition de votre parc et on se charge de l'opérationnalité derrière des solutions et de leur financement. Alors, on va faire une passation à Action Logement. Voilà. C'était encore à moi. Pardon. Alors, merci d'être là, Monsieur Tillet. Donc, vous êtes le directeur général adjoint d'Action Logement. Action Logement, c'est le plus grand bailleur social d'Europe, hein, si je ne m'abuse. Je crois que vous m'avez dit ça il y a quelque temps. Avec 1 million de logements en gestion, c'est tout à fait considérable. Et vous avez été les premiers lors de votre convention annuelle qui s'est tenue à Issy-les-Moulineaux en fin d'année 2022, a annoncé un plan massif de décarbonation de votre parc, avec une migration notamment d'une partie des bâtiments qui sont au gaz vers des solutions alternatives décarbonées. Alors on voudrait vous entendre sur cette ambition d'abord, et puis après sur l'organisation, parce que ce n'est pas une mince affaire quand on a 1 million de logements en gestion. Merci Pierre. Alors en effet, Action Logement, c'est 1 200 000 logements et c'est aussi 50 000 logements par an nouveaux, alors qu'on réalise aussi avec nos partenaires promoteurs, donc on partage ces mêmes enjeux. Notre bilan carbone nous a révélé, on s'en doutait, effectivement que c'est l'exploitation qui pèse le plus, et ça pèse d'autant plus que nous sommes massivement concernés avec ce plus de 1 million de logements. Donc, d'où l'idée d'une responsabilité forte dans l'accompagnement de la stratégie du pays, la stratégie bas carbone, en disant nous devons opérer. Alors, il y a la question du neuf, mais on voit bien qu'aujourd'hui, le parc est très émissif et qu'il faut intervenir massivement sur cette partie-là. Nous partageons l'enjeu que vous aviez évoqué sur la question du risque majeur que l'on prend à n'avoir qu'une seule source d'énergie, parce qu'on doit ça aussi à nos locataires. Nous logeons les Français les plus modestes et les classes moyennes, et pour nous c'est important, c'est une responsabilité supplémentaire, c'est de faire en sorte que les solutions que nous allons appliquer, elles soient durables, alors dans le sens de la préservation de l'environnement, mais aussi qu'elles soient efficaces, et en même temps avec une donnée économique, mais Benoît l'a dit pour Nexity aussi, pour les acquéreurs, mais aussi pour les locataires, d'avoir des charges locatives qui soient admissibles. On ne peut pas leur dire, écoutez, quand même, on fait ça pour la planète, et tant pis si à la fin du mois c'est compliqué. Nos locataires,
prends toujours l'occasion de le redire, nos locataires, même si c'est les Français les plus modestes, ont autant des problématiques de fin du mois que de fin du monde. Ils ont aussi cette conscience écologique, donc il faut qu'on les accompagne sur ces deux aspects. À partir de là, la transition que nous souhaitons, c'est un mix énergétique de transition et pas la solution unique à mettre en place dès maintenant. Je pense qu'aussi le génie humain fait que les solutions de demain, on ne les connaît pas encore et elles vont se développer. Je fais un pari sur l'avenir, mais enfin, j'ai toujours fait ça et je trouve que c'est plus sympa d'imaginer effectivement que nous avons cette capacité collective à inventer de nouvelles solutions. Alors, c'est pour ça qu'on va être très vigilant et que nous allons choisir des options, dont la géoénergie. On a acquis cette conviction. Alors, effectivement, on n'est pas omniscient sur ce sujet-là. Effectivement, on a besoin de bureaux d'études, d'AMO qui viennent nous accompagner parce que c'est quand même un objet un peu compliqué à comprendre, même si on se dit, j'ai bien aimé l'expression, la prise à la terre. Bon, moi, si je vais avoir les directeurs de nos filiales en disant, écoute, tu comprends, tu vas mettre une prise à la terre, je pense qu'ils vont me dire, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il aura raison. Et c'est là où on sent qu'on a quand même une difficulté à massifier, parce que nous, notre enjeu, c'est ça, c'est des centaines de milliers de logements sur lesquels on peut adapter ou adopter des solutions de décarbonation. Donc on a fait un retour d'expérience avec 9 de nos filiales qui avaient engagé des travaux et qui avaient des équipements de géothermie. Alors c'est quand même dingue qu'ils ne veulent pas aller plus loin, ou que certains ne veulent pas aller parce que leurs copains leur disent « Non mais attends, mais moi ça a été un plantage total ». Donc on a fait ce retour d'expérience et on a identifié les sujets. Alors, le premier qui est un peu facile, c'est « Oh là, ça va coûter de l'argent, ok, donc ça on met de côté, on y répondra, mais on le met de côté ». Et puis ensuite, il y a la question des études hydrogéologiques ou des études de sol et la compréhension des solutions techniques. On en a encore parlé avec Pierre hier lors d'une réunion entre et Action Logement sur toutes les solutions qui peuvent être admissibles pour les opérateurs immobiliers. Donc à partir de là, nous, on force cette conviction que c'est une solution qui est assez reproductible et sur laquelle notre patrimoine, par sa consistance, la manière dont il a été produit au fil des décennies, on peut tout à fait plugger cette solution sur ce patrimoine-là. Nous allons travailler en 3 phases là, d'ici la fin de l'année. Déjà offrir à nos filiales la capacité d'avoir une identification des potentialités d'équipements de géoénergie sur leur patrimoine. Donc ça, on va prendre en charge, on va faire un appel d'offres groupe sur le sujet en leur disant écoutez, là en 2024, vous devez faire cette étude et on veut savoir identifier dans votre patrimoine le patrimoine qu'il est opportun d'envisager. Deuxièmement, on va leur dire sur cette liste de patrimoine, on va vous demander de faire des priorités dans le cadre de vos plans de stratégie patrimoniale à 10 ans et du coup de nous proposer un plan pluriannuel d'investissement pour passer à la géothermie. On est bien toujours dans le parc existant. Donc ça, on va leur mettre un peu la pression aussi, parce qu'on va dire que ça fait partie de la commande que l'actionnaire vous passe pour engager ces travaux-là. Alors comme on a des représentants de collectivités, je crois que c'est intéressant aussi de dire n'hésitez pas à regarder alentour s'il n'y a pas une copropriété qu'on pourrait venir plugger aussi sur notre installation, voire un équipement public avec la collectivité. Ça, c'est aussi intéressant de se dire on n'est pas isolé chacun chez nous. Et comme ils ont dit, on a quand même des difficultés parce qu'on a eu des forages qui n'ont pas été de qualité, et on a des BET qui ne sont quand même pas spécialisés, et on a eu des déboires à cause de ça. Et vous aviez raison de le dire, il faut monter en compétence sur ces sujets-là, et c'est ce que nous allons faire, nous, en proposant à nos filiales d'avoir recours à des AMO que l'on aura vraiment triés sur le volet, en leur disant, on vous pousse dans cette solution-là, on finance l'identification du patrimoine adressable et ensuite on vous trouve les AMO qui conviennent bien et qui vous permettront de faire les équipements les plus pertinents. Et vous l'avez bien dit, chaque projet sera un projet différent selon la nature du sol, selon la nature même de la configuration urbaine du site. Donc on va les engager comme ça, avec de la conviction, de la rassurance, et puis de la prise en charge aussi d'ingénierie portée par le groupe. Un petit mot sur le financement. Est-ce que chaque filiale a son propre financement? Est-ce que le tiers financement peut faire sens? Alors, nous sommes dans une équation particulière. Le logement social se définit, parce que c'est essentiellement 900 000 logements sociaux et le reste du logement intermédiaire, mais l'un comme l'autre se définit par le fait qu'on n'applique pas des loyers de marché.
je le redis. Et du coup, ça veut dire que nos rentabilités locatives sont parfois malmenées. Donc l'équation économique, j'allais dire, est plus complexe qu'avec des investisseurs qui peuvent pratiquer les loyers de marché. Donc la question du financement est vraiment majeure. On attend souvent du financement de l'État, des fonds européens. Il y a des aides, parfois aussi des collectivités qui sont très engagées sur ces sujets-là. Mais effectivement, et puis il y a la capacité d'autofinancement que peuvent avoir certaines de nos filiales, même si avec l'augmentation du taux du livret A, qui est le support de tout notre endettement, ces capacités diminuent. Et c'est pour ça qu'effectivement, les solutions de tiers financement émergent comme des solutions admissibles pour financer une partie de cette transition énergétique. Formidable, en tout cas bravo, ça va entraîner le marché et c'est vraiment magnifique de voir ça sur le marché arriver. Je repasse la parole à Cindy pour parler de la ville de Chaville. Oui, absolument. On a vu donc à l'échelle d'un parc privé, d'un parc public majeur et à l'échelle d'une ville. Alors, que représente la géoénergie? Alors, donc David et Ernest, vous êtes élus à la mairie de Chaville avec un passé quand même assez proche de l'énergie. Donc, ce sont des sujets qui vous sont proches. Et comment est-ce que vous pensez que cette géothermie de surface, cette géoénergie peut avoir un impact sur votre patrimoine, mais également peut-être sur les projets privés qui se font? Parce qu'on est d'accord, comme disait Patrice, il ne faut pas se voir en clos fermé. On est dans un monde de mix énergétique, de mutualisation des productions. Et comment est-ce que ça se traduirait ou ça pourrait se traduire dans une ville comme Chaville? Merci Cindy. Donc effectivement, peut-être quelques mots de contexte. C'est une petite commune de 20 000 habitants dans la région parisienne. La démarche d'aller vers la géoénergie, elle s'inscrit dans un cadre, c'est-à-dire qu'on a défini une politique carbone, bas carbone assez ambitieuse avec un plan climat communal qui va au-delà du PCAET, parce que le PCAET a ses limites. Donc on renforce le PCAET avec un plan climat communal, un bilan carbone de l'ensemble de nos activités, un budget climat. Donc un budget climat, c'est taguer chaque dépense communale en investissement, en exploitation sur son poids carbone. Donc tout ça, ça donne de la dynamique sur la collectivité pour aller chercher partout où c'est possible la décarbonation. À commencer par notre patrimoine. Donc là, on a un projet de requalification, je dirais même de reconditionnement d'un bâtiment communal. C'est un équipement sportif. On va créer sur ce bâtiment, en essayant de récupérer le maximum, donc un peu dans l'esprit économie circulaire, on va créer une cuisine communale qui a vocation à produire des repas bio, locaux, etc. Donc on est sur cette notion de résilience alimentaire. Et l'idée, c'était qu'en regard de ça, il y a aussi cette résilience énergétique et bas carbone. Donc on a regardé ce qui existait et on a la solution classique de PAC, ok. Pourquoi pas du gaz, du biogaz, des choses comme ça. Et puis finalement, on se tourne plutôt sur la géoénergie, géothermie de surface, qui a de nombreux avantages, sachant qu'effectivement, comme ça a été dit par la députée, on se dit on va plutôt mettre le CAPEX maintenant, parce que ce qu'on veut faire aussi, c'est un autre objectif qu'on a, c'est de dérisquer, vous avez dit le mot de dérisquer le budget fonctionnement, et notamment sur l'énergie. Le rôle d'une collectivité locale, c'est pas de mettre le budget de fonctionnement sur l'énergie, c'est de mettre ça sur les services. De combien a augmenté l'énergie dans la ville de Chaville? C'est monstrueux, j'ose pas le dire, mais c'est monstrueux, mais on s'en sort pas trop mal parce qu'on avait déjà un plan d'économie d'énergie assez poussé. Mais voilà, on est tous dans la même seringue. Il faut absolument dérisquer le sujet de l'énergie et sortir de cette fluctuation des prix qui est très difficile à absorber pour les collectivités locales. Donc, d'où l'idée de la géoénergie, qui alimentera en fait trois bâtiments différents. On se rend compte d'une première difficulté, c'est que c'est un nouveau sujet pour nous. Même les bureaux d'études les plus pointus ont du mal à nous accompagner, je le dis. Donc il faut qu'eux aussi se forment sur les différentes solutions de géoénergie, parce qu'il y a plein de choses possibles. Qu'est-ce que c'est que l'appoint? Tout un débat sur, il peut y avoir un appoint, quelle énergie on met, est-ce qu'on couple ça avec du photovoltaïque? On a vraiment besoin d'avoir des bureaux d'études particulièrement capés pour nous accompagner là-dessus. Donc ça, c'est sur le volet patrimoine communal.
On se dit, bah voilà, si on fait cette première référence-là, derrière, bah, on se dit la suite doit s'inscrire dans la même lignée. Ensuite, sur ce qui peut se passer sur la commune, hein, des acteurs privés peuvent arriver sur la commune avec des projets. Là, c'est pareil, il faut qu'on soit pas trop intrusif, hein, mais quand même qu'on s'investisse et qu'on essaye de pousser les opérateurs privés à aller vers des solutions exemplaires. Sur une des opérations, on a une démarche concertative très poussée. Donc on a associé tous les riverains, ils ont commencé à taper sur le projet. On voulait quelque chose de très bas carbone, aussi bien dans le mode constructif que dans l'énergie. On s'orientait vers du bois énergie. Bon, ils nous ont retoqué complètement le truc pour plein de raisons. On est dans une commune forestière, hein, donc ils sont sensibles au bois. Ils nous ont retoqué là-dessus. On est parti sur les pompes à chaleur classiques, en toiture, truc. Bon, paf, on se fait retoquer aussi. Et donc l'opérateur privé arrive avec cette solution de géoénergie qui vraiment reçoit l'assentiment de tous les riverains. Alors ils ne sont pas contents sur d'autres choses, mais pas sur ça. Je dirais même que sur certains, ils basculent. Et ils se disent, et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, mais alors nous, pourquoi on n'en bénéficierait pas aussi? Donc sachant qu'ils n'étaient pas du tout dans le périmètre du projet. Il y a d'autres avantages à la géoénergie, c'est que nous aussi, on est en secteur d'architecte des bâtiments de France. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le projet architectural, il n'y ait pas trop d'édicules qui se baladent un peu partout. Et là, encore un autre atout. Puis le dernier atout, c'est la volet acoustique. C'est à ça que je compare par rapport à une PAC classique. Oui, il y aura beaucoup moins de nuisances acoustiques. Alors qu'a fait l'opérateur, hein, c'est ce que vous décriviez, il est arrivé quand même en fin de projet. Il était déjà, enfin, le permis n'était pas déposé, mais il avait déjà bien avancé dans les études, etc. Et il s'est remis en cause. Il s'est dit, mais ma fiche d'opération, elle ne s'est pas absorbée, ce truc-là. Je sens la pression de la collectivité des riverains. Comment je vais faire? Donc effectivement, il était chercher une solution de tiers financement. Il démontre qu'effectivement, le remboursement du financement sur 15 ans et la baisse de la consommation d'énergie, finalement, pour le futur locataire et le futur acquéreur, finalement, il s'en sort pas trop mal. Donc voilà, l'idée, c'est que ça aurait été encore mieux s'il avait intégré cette idée dès le départ et s'il l'avait même intégré dans son offre. Et s'il était venu nous voir avec ça dès le départ, on dit, vous êtes vraiment bien, vous êtes adapté à notre territoire, continuez à travailler avec nous. Merci beaucoup. En fait, on entend beaucoup ce besoin de formation des acteurs qui vous accompagnent, des AMO, des bureaux d'études, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé France Géoénergie. On a parlé du groupe de travail du pacte, du financement. On a parlé du groupe de travail de quoi on a parlé du pacte, du financement. Et justement, on a un groupe de travail qui est sur la formation et qui est là pour expliquer alors techniquement comment ça marche la géothermie, mais ça c'est une partie qui est déjà, on sait où trouver ces informations, mais après comment ça s'inscrit dans un projet immobilier justement, de pas quand on le prend en effet à la toute fin et on dit tiens si on mettait de la géothermie, oh mon Dieu, c'est compliqué, ça coûte cher, et puis on n'a pas le temps. Donc c'est des choses qui se prennent un peu en amont, et c'est aussi des sujets sur lesquels on travaille pour remettre ça dans le contexte général du bâtiment, des régulations, de la loi énergie résilience, etc. Et d'accompagner non seulement les maîtrises d'ouvrage, mais également l'écosystème qui gravite pour que les avis soient peut-être plus éclairés. Alors on fait ça aujourd'hui, nous, chacun dans nos organisations, mais en fait là l'idée c'est de passer à l'échelle et de rendre ça beaucoup plus massifiable. Donc ça c'est le groupe de travail sur lequel on travaille, et on a une ambition assez forte, c'est de former 1000 à 5000 personnes par an à la géothermie, et des techniques, mais pas que des techniques, des décideurs, qui soient publics, privés, et puis des maîtrises d'ouvrage, pour prendre en compte cette notion-là dès le départ d'un projet, en rénovation et en neuf. Et donc c'est aussi le but de France Géoénergie. On va laisser 10 minutes pour les questions. Mais avant ça, je reprends l'exemple de Chaville. Donc Chaville, c'est une ville qui a envie de se lancer dans le bas carbone, ou en tout cas de continuer et j'aime beaucoup ce côté résilience alimentaire, résilience énergie. On n'est pas dans un monde cloisonné, en fait. On est dans un monde où la résilience et les responsabilités sociales, énergétiques, etc. vont de pair. Et un dernier groupe de travail qu'on a, et non des moindres, dans France Géoénergie, c'est l'accompagnement d'Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville, c'est
234 villes en France, ou villes moyennes en France. Et si on compte leurs agglomérations, puisque souvent elles ont une dizaine de communes autour, on parle de 20 millions de personnes. C'est un tiers des Français. Donc autant dire que c'est énorme. Et parmi Action Cœur de Ville, donc il y avait le préfet Roland Michel-Bézot qui était à la tête de cette organisation au Salon des maires et qui a lancé l'équipe de France des villes de Action Cœur de Ville pour déployer la géoénergie. Et donc on a le 15 de France, ça tombe bien, c'est le moment, le 15 de France de ces villes et qui veut passer à un cran au-dessus avec différents niveaux de maturité entre des villes qui ont déjà l'hôtel des villes à la géoénergie complètement convaincues et des villes qui n'ont absolument rien du tout et qui se disent mon Dieu mais où on en est, comment on fait. Et donc la première étape c'est déjà de dévoiler l'existant, puisqu'en général même dans ces villes où les gens pensent qu'il n'y a rien, il y a déjà des installations, donc déjà ça démystifie, c'est pas c'est nouveau, etc. Et puis après c'est d'accompagner leur écosystème, etc., sur leur patrimoine aussi, de faire un petit peu le booster du départ pour qu'ensuite les projets puissent aller prendre la voie classique. Donc merci à tous pour vos témoignages. Si vous voulez rebondir, n'hésitez pas. Et puis, on va laisser aussi un petit temps de questions, si certains d'entre vous en ont. Et si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas à reprendre la parole. Et peut-être, juste le titre de la conférence, c'était « Le sucre rapide de la décarbonation ». Donc, ça ne vous a pas échappé. Et l'idée, c'est de dire que dès maintenant, dès aujourd'hui, vous pouvez diviser par 4 l'énergie et par 10 le carbone. Et en fait, vous dites « OK pour un bâtiment maintenant ». Allez, d'ici 1 an, 8 mois, vous avez basculé et vous faites moins 90% de carbone. C'est ça le sucre rapide. Et c'est la punchline de Benoît qu'on a repris parce qu'on a beaucoup aimé ça. Juste avant de vous passer la parole, France Géoénergie, c'est aussi un club d'utilisateurs. On apprend du témoignage de ses pairs. Et donc, on vous incite à nous rejoindre au sein de France Géoénergie pour apprendre de vos pairs qui ont déjà fait de la géoénergie et quand vous en aurez fait, de témoigner du chemin que vous avez fait dans tous les domaines, publics ou privés. Et dernière petite chose, quand j'ai parlé de financement tout à l'heure, j'ai parlé du financement privé. Sachez que pour le public, c'est maintenant aussi possible de faire du tiers financement. Depuis la loi qui est sortie le 30 mars 2023, le gouvernement a rendu possible un financement par des tiers financeurs d'actions de rénovation énergétique et environnementale s'il y a engagement de performance et financement de l'infrastructure qui permet cette performance. Voilà, si vous avez des questions, je vous passe la parole. Ah, c'est toujours dur de se lancer. Qui dans l'Assemblée a déjà fait un projet de géothermie ? Ah. Et qui a envie de nous en parler ? Vous avez envie de nous en parler ? Il y a une question là. Question où ? En fait, je profite, puisque j'ai une question. Moi, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, et c'est venu en fait d'un projet, le projet que j'ai présenté, où on s'est dit finalement, mais si je partage l'installation de géothermie de surface avec plusieurs acteurs, donc plusieurs maîtrises d'ouvrage, là, je ne sais pas trop comment prendre le truc, parce que ce n'est pas vraiment un réseau de chaleur classique. Il ne faut pas que ça devienne aussi complexe que ça. Mais est-ce qu'on peut imaginer des solutions où finalement, peut-être, on dissocie les deux ? On dit, bah voilà, on mutualise le forage et l'installation, et on fait un mini réseau pour servir un bailleur social, un équipement public, et puis une promotion privée. Absolument, c'est tout à fait possible. Donc de faire des petites boucles quelque part, plus ou moins grandes, et avec des systèmes, encore une fois, de financement ou de concession qui ensuite est distribué. Techniquement, je vois, tout à fait, financement aussi, mais alors le juridiquement, contractuellement. On a des solutions juridiques pour porter ce type d'installation. On en a fait une par exemple pour ICAD sur un programme qui s'appelle les Portes de Paris et qui a un champ de sonde qui peut grandir au fur et à mesure. On a déjà prévu une boucle d'eau tempérée. Au fur et à mesure de la construction de l'écoquartier, on va rajouter un petit peu de champ de sonde et puis on se déploie au fur et à mesure. Donc c'est beaucoup plus souple que les stratégies réseau où vous devez mettre un fric fou pour qu'après ça se construise autour. Là, vous déployez au fur et à mesure. Mais monsieur, peut-être vous allez nous parler de votre action de géothermie. Oui, alors, bonjour, Emmanuel Collado, bureau de TPF Ingénierie. Vous m'entendez pas ?
Le micro marche pas? C'est bon? Oui. Donc nous avons déjà réalisé plusieurs installations de géothermie donc, un petit peu en France. Donc, nous sommes basés sur Toulouse. Alors, première question, vous appelez France Géoénergie. Pourquoi pas France Géothermie? Parce que vous n'avez pas expliqué ce petit point. Et deuxième remarque, vous n'avez pas du tout expliqué les possibilités de techniques, soit de forage sur sonde fermée, soit sur nappe. Alors c'est vrai que c'est un peu technique, c'était peut-être pas le sujet de la présentation, mais pour avoir une petite présentation pour tout le monde des solutions techniques, de leurs limites aussi, de dimensionnement, etc., ça aurait peut-être été intéressant. Très bien. Alors c'est vrai qu'on a un peu fait évoluer la présentation marketing de la géothermie à la géoénergie. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent sur le marché une confusion entre la géothermie profonde, haute température, et la géothermie dite techniquement de minime importance, qui se base effectivement sur des aquifères superficiels ou des sondes géothermiques de faible profondeur, qui est beaucoup plus facile à déployer à la maille du bâtiment ou d'un écoquartier. Et donc il nous a semblé que c'était nécessaire de marquer par un vocable différent la géoénergie plutôt que la géothermie qui embrasse toutes les géothermies, ce qui est très pertinent, hein. Il y a plein de cas où la géothermie profonde est utile, mais il fallait donner un vocable pour montrer qu'il y a une géothermie simple à déployer et facilement utilisable. Après, votre deuxième question, rappelez-moi, c'était... Oui, alors donc effectivement, on a à la fois la géothermie, la géoénergie, c'est à la fois cette géothermie qui va chercher les calories dans les aquifères pas très profonds, et là on a 20-25% du territoire qui est éligible à ce type de géoénergie. Et puis, une solution encore plus universelle, qui sont les sondes géothermiques. Les sondes géothermiques, on fait un forage vertical, comme ça, ou horizontal, pour densifier, pour être capable d'adresser les centres-villes. Et on va glisser dedans un tuyau en plastique noir, comme les tuyaux d'arrosage que vous voyez dans les jardins publics. On va reboucher notre forage avec de la bentonite, qui est un béton conducteur. Et après, on va aller chercher les calories dans le sol, par contact physique sensible, avec de l'eau froide qui va récupérer les calories, qui va ressortir chaude, et puis à l'inverse de l'eau chaude qui va aller mettre les calories dans le sol. Donc c'est très classique, très mature. On a maintenant une nouvelle géothermie qui est une géothermie pilotée qui permet de maintenir la performance dans le temps pour garantir la performance énergétique sur le long terme. D'autres questions ? Ah oui. On aura une question sur le rafraîchissement, et on en parlera juste après. Oui, tout à fait. Donc, Madame Cazet, chargée de mission Grand Projet, la ville de plaisir. Vous m'entendez? Oui. Vous avez parlé de climatisation. Je connais le rafraîchissement avec des packs réversibles. Par contre, la clim, ça m'a étonnée. Est-ce que vous pourriez préciser juste la performance? Oui, super. Donc, en effet, alors, les besoins de chaleur en France, déjà, la chaleur en France, c'est 50% de l'énergie dont on a besoin. D'accord ? Et de plus en plus, évidemment, on va avoir besoin de froid. Et aujourd'hui, on a des besoins de froid dans le tertiaire, ça c'est connu, mais on a des besoins de froid maintenant dans le résidentiel. Plus on isole un bâtiment, voilà, on a aussi des sujets comme ça. Un bâtiment qui est très très isolé, à un moment donné, il va falloir que le confort d'été soit là, quoi, hein. Donc, et cette énergie, donc cette énergie du sol, alors il faut imaginer que ce bâtiment il est posé sur une batterie de calories. Et cette batterie de calories, en gros, on est à 15 degrés, entre 12 et 15 degrés toute l'année. Et on va aller chercher la chaleur pendant l'hiver, donc à l'aide d'une pompe à chaleur pour chauffer le bâtiment. Et en été, on prend la chaleur estivale. Et en fait, au lieu de la rejeter dehors, comme fait la clim traditionnelle, on va aller la stocker dans le sous-sol. Donc réchauffer un peu la terre, donc cette batterie. Et donc cette batterie, c'est vraiment une batterie, on parle de stockage. Donc on va décharger la batterie en hiver et la recharger en été. C'est comme ça qu'on va faire du rafraîchissement ou de la climatisation. Climatisation, souvent on entend ça avec des packs classiques. Et là, on va appeler ça, oui, du rafraîchissement ou de la climatisation. Pour des bâtiments, on va vraiment arriver au même résultat qu'une climatisation. C'est-à-dire qu'on va faire circuler l'eau à la même température, sauf qu'on ne va pas perdre cette énergie et on va la stocker. Et en plus, ce sera bien plus efficace parce que pour une unité d'électricité,
on va pouvoir générer 6 unités de froid. Et si on est dans du rafraîchissement, c'est-à-dire qu'on ne va pas descendre à 23 degrés dans le bâtiment, mais on va juste s'assurer un confort, on va pouvoir faire avec une unité d'électricité jusqu'à 30 unités de frais. Donc là, on ne parle pas de clim, mais de frais. Et là, c'est évidemment imbattable. Et tout ça, c'est possible dans le neuf, mais aussi dans la rénovation. Oui, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on encourage tous les programmes à regarder du rafraîchissement et surtout les logements. Pourquoi ? C'est que dans les dimensionnements qu'on fait, en fait, on se rend compte que si on prévoit tout de suite le rafraîchissement, en fait, on diminue les besoins de sondes. Donc en fait, prévoir des bâtiments qui soient déjà résilients vis-à-vis des canicules, ça coûte moins cher. Ça peut paraître totalement paradoxal, mais c'est une vérité physique, comme l'a bien décrit Cindy. Donc voilà. Maintenant, je veux dire, les programmes de logement neuf qui partent avec de la géo, il faut absolument que ce soit pris en compte. Et ça, évidemment, il faut qu'on le demande au bureau d'études dès le début de le dimensionner. C'est vrai qu'on y croit beaucoup, effectivement. Alors, ça coûte moins cher sur les sondes. Ça peut coûter un peu plus cher sur les terminaux, puisque ça nécessite d'avoir des terminaux, pas des radiateurs classiques, on va dire. Donc effectivement, on regarde, mais c'est quelque chose qu'on regarde très sérieusement, au même titre que dans l'automobile, on a généralisé la climatisation dans les voitures il y a quelques années. C'est sûr que là, on a un potentiel d'apport de confort, de services supplémentaires avec un gap financier qui est en train de se réduire, donc c'est extrêmement prometteur. Et je voulais juste ajouter que c'est peut-être pas ressorti, mais c'est un sujet passionnant, la géoénergie. C'est aussi pour ça qu'on s'y emploie. On s'amuse beaucoup. Et puis, on n'est pas les seuls à y croire, puisqu'il y a même des grandes annonces de levée de fonds pour un certain nombre de Golden Boy qui sont présents aujourd'hui autour de la salle. Donc voilà, c'est un sujet vraiment très enthousiasmant. Et c'est fou comme ce sujet a grandi dans les dernières années. Hein. On n'en parlait pas du tout. Et regardez, vous êtes là. On rassemble les meilleurs du CIPCA. C'est pas pour rien. Bonjour, Maëva Lawson, je travaille au pôle RSE d'Alpi Promotion. J'avais une question sur la géoénergie. Est-ce qu'on a pu remarquer des retombées, des dégradations des sols, parce qu'on vient quand même chercher de l'énergie, chauffer et refroidir la terre? Alors c'est là où, ces dernières années, il y a eu des grandes avancées technologiques pour justement dérisquer cette géoénergie. Il faut savoir que les bâtiments évoluent énormément à travers le temps en besoin d'énergie. Les matériaux d'isolation vieillissent, les changements d'usage sont possibles dans le bâtiment et tout simplement il y a le réchauffement climatique. Et donc les besoins en énergie, y compris dans l'équilibre froid-chaud, évolue dans le temps. Et donc nous avons maintenant des technologies qui permettent d'analyser comment le bâtiment évolue dans sa demande énergétique pour rééquilibrer les champs de sonde et être toujours dans un optimum thermodynamique et assurer une parfaite stabilité des champs de sonde et donc avec aucun risque en termes environnementaux. Il n'y a aucune déformation des sols parce qu'on est à très basse température et aucun risque sur les micro-organismes des premiers mètres du sol. Donc c'est vraiment, on a beaucoup travaillé nous avec le BRGM sur ce sujet, c'est vraiment, qui est un laboratoire dédié à la géoscience en France, c'est vraiment une solution qui d'un point de vue impact environnemental est très exceptionnelle et peu critiquable. Bah écoutez, il nous reste aucun temps. Donc on va tous vous remercier. Merci à tous d'être venus et merci à tous les participants d'avoir de la qualité des échanges.